Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Thomas Coutreau, je suis économiste et statisticien. J'ai dirigé pendant 20 ans le département conditions de travail et santé à la DARES, au ministère du Travail. Donc, j'étais responsable des études, des recherches et des données statistiques, des enquêtes statistiques sur le travail, les conditions de travail et la santé au travail. Donc, j'ai notamment développé, suivi les grandes enquêtes nationales sur les conditions de travail sur lesquelles s'appuie le travail que je vais vous présenter maintenant, que nous avons réalisé avec ma co-auteure Coralie Pérez. Alors, le travail dont il s'agit s'appelle « Redonner du sens au travail » et le sous-titre, évoqué tout à l'heure, « Une aspiration révolutionnaire ». Donc vous allez comprendre pourquoi on a mis ce sous-titre. Et d'ailleurs, vous allez comprendre aussi pourquoi on a mis « redonner », ce qui est une question qu'on nous pose souvent. Alors, pour commencer, ma collègue Coralie Pérez et moi-même, nous sommes économistes. Et a priori, la question du sens du travail, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dans le champ de vision des économistes. Pour la plupart des économistes, le travail est une souffrance, une désutilité, comme on dit dans le langage des économistes. Et la seule chose qui donne du sens au travail pour les travailleurs, c'est le salaire qu'ils perçoivent en échange du temps qu'ils vont consacrer à cette souffrance qu'est le travail. Alors, quand même, il y a beaucoup d'économistes depuis quelques années, depuis une bonne vingtaine d'années, qui ont compris que le travail n'était pas que cela, qu'on pouvait aussi trouver des satisfactions intrinsèques dans le travail, notamment une place dans la société, un statut social, une reconnaissance, une sociabilité. Donc ça peut apporter autre chose que le salaire de travailler, mais l'idée que ça ait du sens quand même était très peu, même pas du tout en cours dans les travaux des économistes, jusqu'à il y a 2-3 ans où les premiers articles dans des revues académiques en économie ont commencé à apparaître sur cette question du sens du travail. Donc pourquoi nous, on a commencé à travailler il y a 10 ans maintenant, déjà sur cette question? Eh bien, c'est parce que, en fait, c'est parti de ma collègue Coralie Pérez, qui, en faisant des enquêtes qualitatives, des enquêtes de terrain, auprès de salariés qui avaient quitté leur entreprise depuis moins d'1 an. Et donc, le but de l'enquête, le but de la recherche, c'était de comprendre les circonstances de rupture des contrats de travail. C'était en 2008-2009. Et lors de ces entretiens, avec une trentaine de salariés, ce qu'elle a constaté, c'est que revenait très souvent, dans plus de la moitié des cas, un discours sur « je suis parti » ou « je me suis fait virer » parce que mon travail avait perdu son sens et je ne m'y retrouvais plus. Ou alors j'étais sur le point de tomber malade, ou alors j'étais déjà tombé malade et je ne supportais plus de travailler dans ces conditions. Et associé à ce discours sur la perte de sens du travail, il y avait des histoires qui étaient souvent assez similaires d'entreprises familiales reprises par des grands groupes financiarisés avec une gouvernance actionnariale et donc des contraintes financières et des modes de gestion beaucoup plus anonymes et bureaucratisés, ou bien dans les services publics, des transformations récurrentes, des réformes du fonctionnement des services qui faisaient que les salariés, les agents du service public ne savaient plus très bien où ils étaient ni à quoi servait leur travail et ils se plaignaient de passer beaucoup de temps à des tâches administratives très éloignées de leur cœur de métier. Et donc, ma co-auteure s'est dit, je vais essayer de regarder dans les données statistiques pour essayer de voir si c'est un phénomène plus général que ce que j'ai pu constater dans les enquêtes. Et elle a commencé à travailler sur les enquêtes conditions de travail, qui sont des grosses enquêtes statistiques qui regroupent plus de 20 000 salariés interrogés tous les 3 ans. Donc c'est vraiment un gros échantillon représentatif avec des questions très détaillées sur le travail. Et elle a trouvé une dizaine de questions qui pouvaient illustrer le sens du travail. Et elle a commencé à faire des analyses statistiques sur ce sujet. Alors, ensuite, j'ai commencé à travailler avec elle un peu plus tard pour voir quelles étaient les conséquences de la perte de sens du travail sur les salariés et leur trajectoire professionnelle. Voilà un petit peu l'histoire de notre collaboration qui a démarré donc, il y a une bonne dizaine d'années et qui, évidemment, a eu une répercussion assez importante dans
dans les derniers mois, notamment à l'occasion de la sortie de ce bouquin, puisque ce sujet-là, qui était un peu souterrain dans le débat public, a éclaté dans le débat social, dans le débat public et dans le débat aussi économique, après notamment la crise sanitaire. Alors, ma présentation, c'est d'abord essayer de définir, d'expliquer de quoi on parle quand on parle de sens du travail. En tout cas, nous, comment on caractérise ce concept. Dans un deuxième temps, c'est d'essayer de voir quels sont les impacts d'une perte de sens du travail sur les salariés. Donc, est-ce qu'ils vont quitter leur emploi? Est-ce qu'ils vont prendre la parole? Ou bien est-ce qu'ils vont endurer, rester dans l'entreprise? Donc, c'est les trois alternatives présentées. Ça, c'est un travail du sociologue Albert Hirschman, qui est assez connu, sociologue américain, qui avait écrit un bouquin sur ce thème. Et puis, dans une troisième partie, on va essayer de caractériser les raisons de cette perte de sens. Et puis, dans une dernière partie, donner quelques pistes, alors qui font plus de la moitié du bouquin, mais qui feront beaucoup moins de la moitié de la conférence. On verra un petit peu le débat si vous avez des questions là-dessus. Alors, déjà, pour définir le sens du travail, il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'on appelle travail. Parce que très souvent, il y a une confusion dans le débat public, notamment entre le travail et l'emploi. Quand on parle du travail, nous, on parle d'une activité productive destinée à un but extérieur à l'activité elle-même. À la différence du jeu, on ne travaille pas pour travailler, on travaille pour produire quelque chose, un bien, un service. Et donc, c'est une activité finalisée qui vise à transformer. C'est une activité de transformation. Qu'est-ce qu'on transforme? Quand on transforme la réalité, quand on fabrique un objet, quand on rend un service, on se heurte à ce que les ergonomes appellent la résistance du réel. Autrement dit, c'est toujours difficile de travailler, ça ne se passe jamais tout à fait comme prévu. Vous avez toujours des clients, évidemment, ils ne sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous les mêmes goûts ou les mêmes réactions. Les usagers, les machines ne sont pas toutes pareilles, la matière n'est pas toujours identique, etc. Donc vous avez toujours besoin de surmonter ce que les ergonomes appellent la résistance du réel et de mobiliser votre intelligence, vos compétences, vos capacités intellectuelles, votre sensibilité aussi, pour surmonter ces obstacles. Et ce que nous appelons, avec Christophe Dejour, donc le spécialiste de la psychodynamique du travail, nous appelons ça le travail vivant, le fait d'exercer, c'est ce qui fait de spécifiquement humain dans le travail, qui ne peut pas être remplacé par un robot, une intelligence artificielle. La question clé qui se pose dans les lieux de travail à ce moment-là, c'est est-ce que l'organisation du travail est dictée par le chef d'entreprise ou le dirigeant du service public? Est-ce qu'elle va permettre aux salariés, aux travailleurs de déployer leur travail vivant et de bien faire leur travail, ou bien au contraire, est-ce qu'elle va être un obstacle et plutôt contribuer à étouffer leur capacité de développer ce travail vivant? C'est vraiment la question clé qu'on va essayer d'illustrer dans la présentation. Quand on transforme le monde, il y a 3 dimensions à cette transformation. On transforme le monde extérieur, c'est-à-dire on va produire quelque chose, donc ça va être jugé, le sens de cette transformation, ça va être l'utilité sociale de ce qu'on produit, mais on transforme aussi les règles du monde social. Quand on produit quelque chose, quand on travaille, on produit ou on reproduit des règles de métier, des règles éthiques, et on est plus ou moins amené à les respecter ou à les violer ou à les transgresser. Et donc ça, c'est la deuxième dimension du sens du travail, c'est de pouvoir faire son travail en cohérence avec ses valeurs professionnelles et personnelles. C'est ce qu'on appelle la cohérence éthique. Et puis la dernière dimension, c'est quand on travaille, on se transforme soi-même. En déployant son travail vivant, on peut accroître ses compétences, ses capacités, son intelligence, son expérience, ou au contraire, s'appauvrir et finalement se mutiler ses propres capacités. Alors, donc c'est ces 3 dimensions, utilité sociale, cohérence éthique, capacité de développement, que nous avons essayé de mesurer. Alors voilà les questions que nous avons utilisées dans les enquêtes conditions de travail en 2013 et 2016. Donc c'est des enquêtes qui sont antérieures à la crise sanitaire. Je ne vais pas avoir le temps, parce que je voudrais garder du temps pour la discussion, de vous présenter en détail les questions que nous avons utilisées, mais juste pour donner un exemple, la capacité de développement, par exemple, elle est illustrée par ces 4 questions. Avoir la possibilité de faire des choses qui me plaisent, avoir l'occasion, pouvoir organiser mon travail de la manière qui me convient. Et on fait, à l'aide des réponses des individus à chacune de ces questions, on construit un score statistique qui va mesurer dans les 3 dimensions et puis ensuite globalement
quel est le niveau de sens pour le salarié sur son poste de travail à un moment donné, au moment de l'enquête. Et vous voyez que pour toutes les questions, on a en gros entre 20 et 30, parfois un peu plus % des salariés qui disent ne pouvoir que parfois ou jamais trouver du sens à leur travail dans chacune des dimensions. Si on regarde ce que ça donne par métier, par profession, là on a fait un petit palmarès des 10 métiers à plus fort sens et à plus faible sens. Et vous voyez que du côté gauche, donc les métiers à plus fort sens, vous avez en tête de liste les assistantes maternelles, ensuite des agents administratifs, des ouvriers qualifiés du bâtiment, des formateurs, des enseignants, vous voyez, des aides à domicile. Donc une liste un peu à la Prévert. Il n'y a rien de commun entre ces différentes professions. Elles ne sont pas particulièrement des professions qualifiées, exigeantes en diplôme, contrairement à un préjugé courant qui voudrait que pour trouver du sens à son travail, il faut avoir un emploi très qualifié. Ce n'est pas du tout le cas. On a des emplois qualifiés, mais pas seulement. Et à droite, c'est un peu la même chose. Là, on a plutôt des emplois peu qualifiés, mais on trouve quand même les employés de la banque et des assurances, donc les conseillers de clientèle notamment, et puis les cadres de la banque et des assurances qui se signalent par un très faible sens du travail, avec des contradictions dans les 3 dimensions que j'ai évoquées précédemment. Alors par exemple, pendant la crise sanitaire, juste une parenthèse, certains métiers à faible sens, comme les caissiers employés de libre-service ou les ouvriers de la manutention, les ouvriers des entrepôts, ont gagné en sentiment d'utilité sociale, puisqu'ils ont été qualifiés de salariés de seconde ligne. Ils n'ont pas pu rester chez eux pendant les confinements parce qu'ils étaient jugés indispensables au fonctionnement social. Donc il y a eu une revalorisation symbolique de certains de ces métiers pendant la crise sanitaire, mais malheureusement, qui n'a sans doute pas beaucoup perduré au-delà. Une dimension émergente de ces problèmes de sens au travail, c'est le conflit éthique environnemental que nous avons évalué pour la première fois en 2019 dans l'enquête conditions de travail du ministère du Travail. Vous voyez, la question posée, c'est mon travail a des conséquences négatives pour l'environnement, et vous voyez qu'environ 7% en moyenne des salariés répondent toujours ou souvent, 25%, 30% répondent parfois, si on ajoute parfois, et c'est notamment des ouvriers et des agriculteurs qui sont en contact avec des produits toxiques et qui vont être amenés parfois à des actes polluants. Alors, quels impacts? Quand un salarié trouve peu de sens à son travail ou que son travail perd son sens, qu'est-ce qui se passe pour les personnes? Nous, ce qu'on avait vu dans l'enquête qualitative que j'ai indiquée au début, c'était des gens qui avaient quitté leur travail à cause de ça. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la perte de sens du travail est un facteur de démission? Alors, et vous voyez là, c'est les critères, ce sont les facteurs qui statistiquement contribuent le plus à expliquer la décision d'un salarié de démissionner entre 2013 et 2016, qui sont les 2 points où on observe les mêmes salariés dans nos enquêtes. Donc un salarié qui se jugeait pas bien payé en 2013, il estimait que son salaire était insuffisant par rapport aux efforts qu'il déployait, eh bien en fait il n'a pas beaucoup plus de chances d'avoir démissionné en 2016 quand on le retrouve 3 ans après. Donc le fait de s'estimer mal payé n'est pas un facteur significatif qui déclenche une démission. Par contre, le fait de trouver peu de sens à son travail, en bas, c'est le facteur le plus fortement explicatif de la probabilité de démission entre 2013 et 2016. Vous avez aussi 2 autres facteurs qui jouent, qui étaient déjà connus dans la littérature économique, mais celui sur le sens du travail n'avait jamais été identifié jusqu'à présent. Alors un autre débat important qui a eu lieu récemment, c'est sur la question de la soutenabilité du travail. Et on a une question dans nos enquêtes qui nous permet d'évaluer ça, c'est ne pas se sentir capable de faire le même travail qu'actuellement jusqu'à la retraite. Et vous voyez que là, il y a plusieurs critères qui influent, qui déterminent cette probabilité de ne pas trouver son travail soutenable. C'est la pénibilité physique, bien sûr, qui multiplie par 2 le risque de ne pas trouver son travail soutenable, mais aussi le manque de sens du travail, qui a le même effet quantitativement que la pénibilité physique. Autrement dit, c'est vraiment une dimension importante du fonctionnement même du marché du travail. Et en ce moment, aussi bien du côté des démissions que des pénuries, des difficultés de recrutement, c'est un des facteurs majeurs qui est à l'œuvre.
concernant le conflit éthique environnemental, qui lui aussi prend pas mal de place maintenant dans le débat public, on a identifié que le fait de souffrir d'un conflit éthique environnemental, de penser que son travail a des conséquences négatives sur l'environnement, est associé à une probabilité plus élevée de préparer un changement de métier dans les 3 ans, donc une bifurcation professionnelle. Pardon. Alors, on a aussi essayé d'évaluer dans quelle mesure le fait de trouver peu de sens à son travail pouvait expliquer ensuite une prise de parole, notamment par le biais d'une adhésion à un syndicat. Donc 4% des salariés ont adhéré à un syndicat entre 2013 et 2016. Et en fait, on voit que le sens du travail n'apparaît pas ici parmi les facteurs explicatifs. En fait, ça ne marche pas statistiquement, ça n'explique pas la décision de se syndiquer. La seule dimension qui contribue, c'est la faible capacité de développement, vous voyez, qui augmente significativement la probabilité d'un engagement syndical, mais la prise de parole est peu influencée par la perte de sens du travail. C'est sans doute en lien avec le fait que les syndicats, pour l'essentiel, se préoccupent peu de cette question et ont peu de choses à offrir aux salariés pour les aider à redonner du sens à leur travail. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Enfin, quand un salarié ne peut pas quitter son emploi, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'impact sur la santé mentale. Alors, en ordonnée, vous avez le pourcentage de salariés qui entrent dans un symptôme dépressif. Ils n'étaient pas dépressifs en 2013, ils le deviennent en 2016. Donc, ils ont contracté un symptôme dépressif. On évalue ça avec un indicateur statistique. Et vous voyez que la probabilité de contracter une dépression, un symptôme dépressif, est multipliée par 2, quelle que soit votre place dans la hiérarchie professionnelle. Autrement dit, alors les ouvriers trouvent un peu moins de sens à leur travail que les cadres, notamment parce qu'ils ont moins de capacité de développement, ils ont un travail plus normé, plus répétitif, mais quand leur travail perd de son sens, ils sont tout aussi susceptibles de souffrir de troubles de santé mentale que les cadres. C'est aussi important pour leur santé que pour celle des cadres. Et là encore, c'est un résultat assez contre-intuitif par rapport à ce que beaucoup de gens pensent sur la question du sens au travail. Alors pourquoi est-ce que le sens du travail semble aujourd'hui devenir une question majeure, une question qui influe sur le fonctionnement du marché du travail et qui a ses impacts aussi sur la santé, ses impacts de santé publique? Pourquoi ça a émergé comme une question importante dans le débat? Déjà, les entretiens qu'avait menés ma co-auteure en 2008-2009 avaient identifié ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la financiarisation, la généralisation du management par le chiffre ou dans les services publics du New Public Management. Alors, qu'est-ce que c'est que le management par les chiffres qui amène, selon nous, à l'étouffement du travail vivant? Eh bien, ce sont des méthodes de management qui ont été généralisées à la fin des années 90, au début des années 2000 en Europe, et qui viennent d'exigences des marchés financiers, des investisseurs. Les années 90, c'est la période de financiarisation des économies, où les actionnaires deviennent les marchés financiers deviennent liquides et les grands groupes sont pris, le contrôle des grands groupes est pris par les investisseurs financiers internationaux. Et donc ces investisseurs exigent la traçabilité de la performance financière. Ils exigent ils imposent des méthodes de management qu'une collègue sociologue Marianne Dujarier appelle le management désincarné, avec la multiplication des process, des procédures et des reportings qui obligent les salariés, les individus et les collectifs à rendre compte sans arrêt du déroulement de leur activité et à suivre des normes extrêmement rigoureuses. Ce mode de management se caractérise aussi par une optimisation permanente qui est imposée par la nécessité pour les dirigeants d'entreprise de démontrer aux investisseurs financiers qu'ils sont sans arrêt en train de réformer les structures pour garantir la valorisation, le haut niveau de rentabilité financière qui est attendu par les investisseurs. Et donc ça nous a permis de dégager 3 indicateurs statistiques pour tester notre hypothèse du lien entre management par les chiffres et perte de sens du travail. Donc c'est le rythme des changements organisationnels,
c'est l'existence d'objectifs chiffrés précis et c'est l'existence le fait de travailler en sous-traitance pour un donneur d'ordre. Et l'évaluation statistique confirme largement les hypothèses. Là, je vous donne pour 2 indicateurs. À gauche, c'est le nombre de changements organisationnels connus par le salarié au cours des 12 derniers mois. Donc pour les salariés qui n'ont pas connu de changement organisationnel important au cours des 12 derniers mois, vous voyez, ils sont un peu moins de 25% à trouver un faible sens à leur travail. Et plus le nombre de changements signalés au cours des 12 derniers mois est important, donc on est dans ce processus d'optimisation permanente, et plus la probabilité augmente de ne pas trouver de sens à son travail. De même, ne pas avoir avoir des objectifs chiffrés est associé à une probabilité plus élevée de ne pas trouver de sens à son travail. Autrement dit, et pour la sous-traitance, je ne vous présente pas le graphique, mais on a le même résultat. Autrement dit, on estime avoir validé empiriquement ce que nous disaient les salariés, enfin validé statistiquement ce que nous disaient les salariés lors des entretiens. Ce qui veut dire que, vous voyez, ça met la barre assez haut hein, quand on parle de redonner du sens. Alors pourquoi redonner? Parce que les salariés nous disent mon travail a perdu son sens. Hein. Et on voit bien qu'on est effectivement face à un phénomène qui est relativement récent. Hein. Cette généralisation du management par le chiffre, c'est quelque chose qui continue à se produire parce que tous les jours, il y a des entreprises familiales qui passent encore aujourd'hui dans le giron de grands groupes financiers. Il y a des services publics qui sont l'objet de nouvelles réformes. Donc ces évolutions sont toujours à l'œuvre, mais elles ont vraiment commencé massivement à la fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est un phénomène dont les salariés ont pu dater précisément le moment de bascule. Alors que faire? C'est le dernier point. Pour réfléchir sur les alternatives, il nous semble que c'est intéressant de partir de ces résultats, à nouveau de ces résultats statistiques qui viennent nuancer les résultats que je viens de vous présenter sur l'impact des changements organisationnels ou des objectifs chiffrés. En fait, tout dépend de la façon dont les salariés ont été associés ou non à la décision concernant les objectifs ou concernant les changements. Dans les enquêtes, on demande aux salariés, est-ce que, à propos du changement dans leur travail qu'ils ont vécu au cours des 12 derniers mois, on leur demande, est-ce que vous avez été bien informés sur ce changement? Est-ce que vous avez été consultés à propos de ce changement? Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une influence sur la mise en œuvre de ce changement? 3 questions donc sur le degré de participation, d'information et de participation. Vous voyez que pour les salariés qui n'ont pas connu de changement, donc ils sont à peu près 20 à 22% à trouver peu de sens à leur travail, les salariés qui ont connu un changement et qui n'ont pas été bien informés, alors là ça explose, on est à 50% de salariés qui ne trouvent pas de sens à leur travail. Mais la situation s'améliore pour les salariés qui ont été informés, c'est en orange. Elle se détériore à nouveau la situation pour les salariés qui ont été consultés. Ils ont été informés, ils ont été consultés, mais ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Donc ils vont moins bien que les salariés qui n'ont pas été consultés. Donc voilà, il vaut mieux ne pas consulter plutôt que de consulter pour la forme. Et évidemment, en vert, c'est la situation la meilleure. Les salariés qui ont eu la possibilité d'influencer le changement. Ils ont été consultés et ils ont l'impression que ça a servi à quelque chose, ils ont eu leur mot à dire. Enfin, pas seulement leur mot à dire, on les a écoutés. Et vous voyez que ces gens-là, ils trouvent plus de sens à leur travail que ceux qui n'ont pas connu de changement. Non seulement ça protège le sens, mais même ça l'améliore. Et on a le même phénomène pour les objectifs. Alors, dans la majorité des cas, là aussi, on demande aux salariés, est-ce que vos objectifs, vous avez pu participer à leur fixation? Dans la majorité des cas, à peu près 60%, c'est non. Mais on a quand même un nombre significatif, l'ordre de 40%, hein, qui disent oui, j'ai pu, soit collectivement, soit individuellement, j'ai pu être associé. Et ça change complètement l'impact sur le sens du travail. Si vous voulez, c'est vraiment quand les objectifs sont imposés que la situation devient vraiment délétère. Tout ça, alors, ces résultats ne sont pas entièrement surprenants puisque c'est quand même ce que dit depuis longtemps la psychologie du travail, l'ergonomie,
beaucoup de travaux aussi en sociologie du travail ont souligné l'importance de la participation des salariés aux décisions, aussi bien pour leur santé mentale que pour l'efficacité économique des transformations apportées. Là, simplement, on arrive à objectiver ces résultats, à leur donner peut-être plus de force du fait qu'on a une sorte quand même de magie du chiffre hein, dans nos sociétés. Et tout ce qui est démontré par des statistiques a plus de pouvoir de conviction. Alors donc, que faire ? Il y a plusieurs types de... Alors on a passé en revue un petit peu dans le bouquin, mais là je vais aller très vite, on va laisser ça pour la discussion. Différentes initiatives par en haut, c'est-à-dire venant des managers, venant des dirigeants d'entreprise ou de l'administration, ou des initiatives par en bas, venant plutôt de la société civile ou des syndicats. Alors, par en haut, donc, on a l'initiative du côté managérial sous la bannière générale de RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Donc, vous connaissez, ça consiste à essayer de mesurer et d'améliorer les performances sociales et environnementales, l'impact de l'entreprise sur la société. On a des projets ou des réformes de la gouvernance, la loi Pacte par exemple, qui a augmenté un peu le nombre d'administrateurs salariés dans les grandes entreprises et proposé l'innovation de l'entreprise à mission, donc il ne serait pas uniquement destiné à maximiser le revenu, les profits des actionnaires. Et puis on a des expériences de management alternatif. L'école la plus connue médiatiquement, c'est le courant dit de l'entreprise libérée. Mais il y a pas mal d'autres tentatives d'assouplir l'organisation du travail, de la débureaucratiser, de décentraliser les décisions au niveau des équipes. Autrement dit, de donner beaucoup plus d'autonomie aux individus et aux collectifs. Et l'expérience montre à la fois que c'est assez efficace du point de vue de la santé, de l'engagement, de la motivation des salariés et aussi de la performance des entreprises et des administrations, mais en même temps que ça se heurte à des résistances de la part des managers et des actionnaires, et que ces expériences, aussi intéressantes soient-elles dans la plupart des cas, sont difficilement pérennisées, parce que lorsque le dirigeant qui les a impulsés part, pour une raison ou pour une autre, on assiste très souvent à des retours en arrière. Bon. Mais en tout cas, c'est des expériences très intéressantes qui montrent que d'autres manières d'organiser le travail sont possibles. Et puis, alors il y en a beaucoup plus dans le bouquin, mais là, si on y viendra dans la discussion si vous le souhaitez. Les initiatives par en bas, donc j'ai déjà parlé des démissions. D'une certaine façon, c'est une forme de recherche d'alternatives individuelles, mais qui, par son effet de masse aujourd'hui, pose un problème collectif, pose un problème à la société, aux dirigeants d'entreprise notamment, avec ces difficultés de recrutement. Donc vous avez peut-être vu le rapport des Assises du travail qui a été publié récemment dans le cadre du Conseil de la refondation sociale lancé par le président de la République. Ce rapport des Assises du travail insiste sur le fait que cette vague de démissions et ces difficultés de recrutement sont liées à cette question de la perte de sens du travail, et que ça pose un problème de fonctionnement des entreprises, et que donc il faut que les entreprises et le management prennent à bras de corps ce problème. Alors, malheureusement, la principale piste évoquée, c'est uniquement la question de la formation des managers et pas tellement celle de l'organisation du travail, mais on pourra y revenir dans la discussion. On a aussi toute une série d'initiatives au niveau de la société civile, avec l'essor d'un mouvement coopératif et notamment de nouvelles formes de coopératives. Là encore, je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les coopératives d'activité et d'emploi, des formes qu'on peut résumer sous l'étiquette économie des communs, qui est une forme nouvelle, disons, d'organisation de l'économie. Et puis, nous avons du côté syndical des initiatives aussi tout à fait intéressantes, visant justement à remédier à cette lacune, disons, dans le travail syndical, qui souvent s'intéresse essentiellement à la négociation du travail abstrait, du salaire, de la durée du travail, et très peu à l'organisation du travail concret. Alors que l'organisation du travail concret a un impact majeur sur le bien-être, la qualité de vie, la santé des salariés. Et donc là,
il y a un certain nombre d'équipes syndicales et d'organisations syndicales qui commencent à prendre en compte ces enjeux dans leur réflexion et dans leur action. On en donne quelques exemples dans le bouquin. Et voilà, j'ai terminé. Alors, dans le bouquin, on propose, on esquisse des réformes politiques qui permettraient de soutenir le travail vivant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue professionnel, d'instituer un dialogue professionnel dans les entreprises. Nous avons des propositions spécifiques pour organiser ce dialogue professionnel. Nous pensons qu'il doit être organisé d'abord par des élus du personnel, des élus spécialement destinés à cette fin. Alors, les ordonnances de 2017 ont supprimé les délégués du personnel et les CHSCT. Ça a manifestement été une erreur du point de vue notamment de la santé au travail et des possibilités pour les salariés et pour leurs élus de prendre en main ces questions. Donc nous pensons qu'il faut rétablir une élection de délégués de proximité, mais qui serait beaucoup plus centrée sur la discussion collective, la délibération entre collègues sur les questions d'organisation du travail, avec ce que nous appelons une réduction du temps de travail subordonné, c'est-à-dire un temps donné aux salariés, à l'ensemble des salariés, tous les mois, par exemple une demi-journée, pour discuter entre eux. Alors c'est un peu comme les espaces, les groupes d'expression des lois Roux, sauf que ce serait organisé par les élus du personnel et pas par les managers, avec obligation de réponse du management aux propositions faites par ces groupes, et puis éventuellement un droit de veto suspensif des institutions représentatives sur des réorganisations qui seraient jugées pathogènes par les collectifs de travail. Bon, voilà, c'est des propositions qu'on soumet au débat. L'important, c'est pour nous de stimuler le débat public, le débat social sur ces questions de la démocratie au travail, qui nous semble aujourd'hui le point clé si on veut redonner du sens au travail. Je vous remercie de votre attention.